L'Asie du Sud-Est attire et fascine les voyageurs depuis des siècles. Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. Autant de pays dont les richesses culturelles à couper le souffle, les paysages extraordinaires et des rencontres inoubliables invitent à la découverte. Aujourd'hui, nous allons au Laos. Un voyage qui nous mènera chez les Maouts de Luang Prabang, dans la tribu des Hmong et auprès des passeurs de Sipandon. Le Laos séduit d'emblée par son charme serein et la beauté majestueuse de ses paysages. La fébrilité du monde moderne ne semble pas avoir de prise sur ce pays faiblement peuplé, bien différent de ses voisins en plein essor que sont la Thaïlande et le Vietnam. Venir ici, c'est redécouvrir la lenteur. Le Laos d'aujourd'hui est issu du Lengxang, le royaume du million d'éléphants. Ces géants à la démarche nonchalante sont emblématiques de l'art de vivre local. J'ai toujours aimé les éléphants. J'ai appris à m'en occuper dès l'âge de 13 ans. Mon père en possédait plusieurs. Ils reconnaissent ma voix. Nan Kongmani et ses collègues sont des Maouts, c'est-à-dire des soigneurs-dresseurs d'éléphants. L'association pour laquelle ils travaillent recueille des anciennes bêtes de somme. Les pachydermes ont longtemps été affectés à des travaux pénibles, comme le remorquage des troncs d'arbres lors du déboisement. Ces éléphants travaillaient du matin au soir en recevant à peine à manger. Ils n'avaient droit qu'à une courte nuit de repos avant une nouvelle dure journée de travail. Pour certains, ce rythme était fatal. Sans eau, ils peuvent mourir en 3 jours. Ils ont besoin de boire beaucoup d'eau. Un éléphant d'Asie consomme jusqu'à 250 kg de végétation par jour. Mal nourris, ils deviennent irritables et ils perdent la tête. On veille donc à ce qu'ils mangent bien. Il faut aussi les laver 4 ou 5 fois par jour. Quand ils sont rassasiés et heureux, ils sont très coopératifs, comme les hommes. Il faut tout de même rester prudent. Les éléphants ne peuvent pas parler, mais ils peuvent nous blesser gravement. Malgré leur naturel placide, il arrive que les grands mammifères deviennent brusquement dangereux. Afin qu'ils gardent une humeur égale et dépensent leur énergie, Nan leur fait prendre un peu d'exercice tous les jours. L'après-midi, l'association accueille des touristes. Avant d'être ici, ils transportaient des troncs d'arbres. Chez nous, à présent, ils promènent les étrangers. Nous les avons recueillis après l'interdiction du déboisement. Le Laos compterait encore 1500 éléphants selon certaines estimations. Mis à contribution pour déboiser de vastes zones, ils ont aussi vu leur milieu de vie se réduire comme peau de chagrin. Le tourisme doux contribue aujourd'hui à protéger leurs effectifs.
cours de notre périple, nous allons emprunter les moyens de transport locaux. Il faut savoir que peu de Laotiens possèdent une voiture. Pour les petits trajets, ils privilégient les tuk-tuk, des tricycles motorisés équipés de 2 banquettes à l'arrière. Notre itinéraire passe d'abord par Luang Prabang, la grande ville du nord du pays, située au bord du Mékong. D'une beauté saisissante, la ville est l'une des mieux conservées du sud-est asiatique, à tel point qu'elle a par endroits une allure de musée en plein air. L'architecture traditionnelle y côtoie les constructions coloniales édifiées par les Français au début du XXe siècle. Au petit matin, les bonzes drapés d'orange parcourent les rues de leur quartier pour y recueillir l'aumône. Luang Prabang est le centre spirituel du bouddhisme laotien. Chacun des 32 villages ou quartiers de l'agglomération a son propre temple. Je m'appelle Dom. Je viens d'une famille très modeste de Mueang Noi. Je suis entré au monastère pour faire honneur à mes parents, mais aussi parce que j'étais très pauvre à l'âge où j'allais encore à l'école. Je n'avais même pas de quoi me nourrir. C'est pourquoi j'ai choisi de suivre le chemin de la foi. La coutume veut que la plupart des jeunes hommes passent au moins quelques semaines en tant que novices dans un monastère. Pour beaucoup, c'est aussi la seule chance de recevoir une instruction. Dans le Zim, le sanctuaire central, moines et novices se rassemblent pour prier plusieurs fois par jour. Bien que le Laos soit un État communiste, le bouddhisme y joue un grand rôle dans la vie de tous les jours. Dans leur quartier, les bonzes sont vus à la fois comme des guides spirituels et des directeurs de conscience. Leurs élèves leur vouent un profond respect. Ils nous tiennent éloignés du mal et nous montrent la voie de la vertu. Par exemple, c'est une bonne chose de construire une statue de Bouddha. Ceux qui le souhaitent peuvent venir donner un coup de main. C'est l'occasion pour chacun d'apprendre quelque chose et d'œuvrer pour son karma. Dans le bouddhisme Theravada, prédominant au Laos, chacun est responsable de ses actes. Ceux qui font le bien améliorent leur karma et peuvent espérer une vie meilleure dans une prochaine réincarnation. C'est dans cet esprit que les fidèles présentent des offrandes aux bonzes. Les gens veulent faire le bien pour devenir meilleurs, au sens où nous l'apprend Bouddha. Beaucoup accomplissent des actions en l'honneur de leurs proches décédés. Ils agissent vertueusement pour rendre service à leurs ancêtres, en quelque sorte. L'aumône, par exemple, est une bonne action. C'est aussi une façon d'aider les défunts en vue de leur réincarnation future. Les donateurs permettent ainsi à leurs ancêtres de renaître sous les traits de personnes meilleures. Le Laos est célèbre pour ses chutes d'eau paradisiaques. Celle de Kwang Si, au sud de Luang Prabang, offre un spectacle naturel grandiose. L'eau dévale 7 étages et plusieurs dizaines de mètres pour aboutir dans de vastes bassins en terrasse.
Nous empruntons à présent de petites routes de campagne peu fréquentées, en direction du sud-est. Ces instantanés de la vie rurale révèlent un quotidien de labeur. La plaine des Jarres, près de Ponsavane, est un site plein de mystères et chargé d'histoire. Ce plateau d'altitude est parsemé de milliers de jarres de pierre qui semblent avoir été laissés là par des géants. Les archéologues estiment qu'il s'agit d'urnes funéraires héritées d'une civilisation très ancienne. Mais de nos jours, seule une petite partie de la zone est ouverte aux visites, car le sol recèle un autre héritage, très dangereux celui-là. Pendant la guerre du Vietnam, l'aviation américaine a massivement bombardé le Laos, où passait la principale voie de ravitaillement des forces vietnamiennes. Sans aucune déclaration de guerre, les États-Unis ont déversé ici plus de 2 millions de tonnes de bombes, faisant du Laos le pays le plus densément bombardé de l'histoire. Les nombreuses munitions non explosées qui sont encore enfouies dans le sol aujourd'hui constituent un danger permanent. À 28 ans, Mankeo Jantala est à la tête d'une unité chargée de détecter et de neutraliser ces engins redoutables. Notre association a démarré ses activités en 1994. Mais il est impossible de prédire combien de temps durera notre mission de déminage. Les régions concernées au Laos sont si nombreuses, on n'arrive pas à évaluer le temps qu'il faudra. Selon certains experts, il faudra plusieurs milliers d'années pour éliminer les quelques 75 millions d'engins explosifs non désamorcés qui gangrènent encore le sol laotien. Quand nos collaborateurs de terrain repèrent un engin, ils nous appellent. La responsable d'unité détermine alors de quel type d'explosif il s'agit et évalue sa dangerosité. S'il y a une menace, on dégage la terre autour à l'appel, puis on prépare la destruction proprement dite pour laquelle on emploie du TNT. On connecte les fils et on diffuse des annonces par haut-parleur afin d'évacuer la zone. Les éclats de bombes pourraient blesser les habitants. Ce jour-là, l'équipe de Mankeo fait exploser plusieurs bombes à sous-munitions aux effets particulièrement dévastateurs. Les premières victimes sont les enfants qui les trouvent en jouant et les agriculteurs dont les champs en sont truffés. J'aime mon travail. J'ai envie d'aider les populations qui souffrent à cause de ces bombes et dont les villages sont menacés par des engins non désamorcés. On essaie d'éliminer les bombes systématiquement pour que les agriculteurs puissent se remettre à cultiver leurs champs sans prendre de risques. Pour l'équipe de Mankeo, la fin de la journée est une délivrance. Aucune victime n'est à déplorer et les démineuses ont contribué à restaurer un semblant de sécurité dans la région. C'est lamentable que nous ayons été bombardés et que ça nous cause tellement de problèmes. Pourquoi ils ne viennent pas nous aider à éliminer les bombes d'ailleurs? Je suis furieuse contre le pays qui nous a imposé cette guerre. Le mari de Mankeo se félicite que l'emploi de son épouse permette de faire vivre toute la famille. Mais son inquiétude est grande. Ma famille se fait du souci pour moi.
Pourtant, je suis parfaitement formée à mon métier. Il faut bien que je travaille. C'est dangereux, mais j'applique les consignes à la lettre et je suis extrêmement prudente. La moitié du Laos est couverte de forêts tropicales humides et de forêts de moussons. Les zones protégées représentant 14% du territoire. Un crochet au sud-ouest nous mène jusqu'à Van Dieng. La petite ville bénéficie d'une situation idyllique entre montagnes karstiques et forêts tropicales. Depuis les airs, on distingue un peu partout des cratères, les traces laissées par le déminage des champs. La rivière Nam Song, qui traverse Van Dieng, est très appréciée des kayakistes. Un vieux pont suspendu nous permet de gagner un village rural tout proche. Nous sommes ici chez les Hmong, une ethnie présente dans toute la péninsule indochinoise. Je m'appelle Mai Song, j'ai 20 ans. Ma famille, qui vivait autrefois en Chine, est venue s'installer au Laos. J'habite à présent dans le village de Ban Patao. D'un point de vue linguistique, culturel et religieux, les Hmong constituent une communauté à part au Laos. Ces vêtements que j'ai cousus moi-même ont une signification particulière pour les Hmong. Les costumes renseignent sur l'appartenance à un village, ainsi que sur le statut social et marital de la personne qui les porte. Les bijoux en argent symbolisent la force vitale et la prospérité. Quand je ne serai plus là, ma fille préservera les traditions des Hmong et l'ensemble de notre patrimoine culturel. Elle prendra soin des esprits, les honorera et leur témoignera du respect, afin qu'ils continuent à vivre dans l'au-delà. Je ne porte pas ces vêtements au quotidien, contrairement à ce qui se faisait en Chine du temps de mes parents. Ici, au Laos, nous avons rarement l'occasion de les mettre en dehors des mariages et du Nouvel An, ou alors pour chercher un futur époux. Dans ce cas, ma mère insiste pour que je sorte en costume traditionnel. Avoir une famille est un gage de bonheur. Ne pas en avoir, c'est se perdre, dit un proverbe Hmong. La famille est ici l'institution la plus importante. La vie des Hmong est régie par une hiérarchie bien définie, dans laquelle les plus âgés sont responsables des plus jeunes. Comme autrefois, les femmes se chargent des travaux domestiques et manuels. Elles brodent notamment des motifs ancestraux. Quand mes parents étaient petits, ces motifs étaient déjà courants chez les Hmong. Les broderies représentant des animaux ou des ailes d'oiseaux ont une signification importante pour nous. Sans nos traditions de broderie et de costumes, nous perdrions notre identité. Je recommande toujours aux jeunes de porter leur tenue traditionnelle afin de montrer à quelle ethnie ils appartiennent. Pour nous, qui appartenons au peuple des montagnes, c'est essentiel. Toujours en direction du sud, nous empruntons la route nationale 13, principal axe routier du pays. Dans les petites localités que nous traversons, la plupart des habitants vivent de ce qu'ils produisent de leurs mains.
Prochaine étape, Vientiane, la capitale. Située à mi-chemin entre le nord et le sud du Laos, elle se trouve sur la frontière thaïlandaise. Le Patussai est l'emblème de la ville. Cet arc de triomphe de 49 mètres de haut a été construit dans les années 1950 et 1960 pour célébrer l'indépendance du Laos vis-à-vis de la puissance coloniale française. Dans cette capitale, qui ne compte que 350 000 habitants, le rythme est aussi tranquille que dans le reste du pays. Le nom international de Vientiane est un héritage des Français, mais beaucoup de Laotiens la surnomment la ville de la Lune. Le Pathat-Luang est le monument le plus sacré du pays. Pour preuve, il figure même sur ses armoiries. Tout près de là, trône la gigantesque statue dorée d'un Bouddha allongé. L'industrie est peu développée au Laos, où l'artisanat domine. Les tissus de luxe constituent l'un des premiers produits d'exportation. Il existe au Laos une très ancienne tradition de tissage. Autrefois, cette activité était strictement réservée aux femmes. Petit, je m'exerçais en cachette pendant que ma mère tissait. Elle a pleuré quand elle s'en est rendue compte et m'a expliqué que ce n'était pas un métier d'homme. Mais j'étais passionné, c'était ce que je voulais faire. J'ai donc appris le tissage. Jansuk Pomailin est directeur créatif chez Lao Textile, une entreprise créée par une Américaine. Ici, le tissage est considéré comme un art. Les étoffes, fabriquées à la main, sont produites en petite quantité et vendues au prix fort. Je tisse chaque jour et je me demande tous les matins comment je vais pouvoir créer quelque chose d'inédit. Je mélange des éléments pris à droite et à gauche, j'enlève ou j'ajoute un détail. Mon ambition est d'inventer des motifs complètement nouveaux. Grâce à des passionnés comme Jansuk, le secteur du tissage, sinistré au sortir des différentes guerres qui ont secoué le pays, est aujourd'hui à nouveau bien vivace. Un jour, j'ai demandé à ma mère comment faisaient les femmes autrefois pour suivre les instructions des modèles de tissage, car à l'époque, elle ne savait pas lire. Elle m'a répondu qu'elle se lançait, tout simplement. Elle regardait le ciel pour y repérer un joli motif formé par les nuages, par exemple un éléphant, et elle reproduisait ce motif. Ou alors la lune et les étoiles stimulaient leur imagination pour tisser des fleurs. C'est en tout cas ce qu'elle m'a raconté. Lorsque Jansuk est revenu de son premier salon professionnel aux États-Unis, sa mère a pleuré à nouveau, mais cette fois de joie. Je suis fier de ce que je fais, fier de pouvoir me dire « ça, c'est une de mes créations ». Ça me rend heureux. Le Laos est un pays agricole où 80% des habitants vivent de leur culture. Nous poursuivons notre périple dans la province de Kham Muan. La nationale 8 serpente au milieu de spectaculaires reliefs karstiques. La chaîne anamitique, un massif de 1100 km de long,
s'étire dans tout l'est de la péninsule indo-chinoise pour relier le Laos au Vietnam et au Cambodge. C'est ensuite par la Nationale 13 que nous mettons le cap sur Savannakhet. Les montagnes cèdent la place à une vaste plaine. Pour ce trajet plus long, nous empruntons un Songtaeo, un petit camion à plateforme équipé de banquettes et d'un auvent. Ces véhicules n'ont ni horaire ni arrêt prédéterminé. Il faut les héler au passage. Quand tous les sièges sont occupés, il est toujours possible de voyager debout sur le marchepied arrière. Le Mékong est le grand fleuve de l'Asie du Sud-Est. Il dessine sur plus de 1000 km la frontière entre le Laos et la Thaïlande, puis la Birmanie, et nourrit d'innombrables familles qui vivent de la pêche. Comme celle de Buntan Jantalat. Dans sa famille, ils sont pêcheurs de père en fils depuis 5 générations. Buntam a appris le métier sur le tas. J'achète du fil de nylon pour fabriquer moi-même mes filets. Dans les usines, ils utilisent un matériau trop fin et pas assez solide. Les filets faits maison sont bien plus résistants que ceux du commerce. Je suis un enfant du pays. J'ai grandi à Bandongko, comme mes parents avant moi. Tout ce que je sais sur la pêche, je le tiens de mon père. Il était pêcheur lui aussi. En son temps, il a sorti de sacrées prises de l'eau. Par exemple, un poisson-chat géant du Mékong de plus de 100 kilos. Aujourd'hui, cette espèce a pratiquement disparu de nos eaux. Je suis heureux quand je pêche. Mon cœur est rempli de joie. Buntam utilise différentes techniques. Pour les petits poissons, il pêche au chalut, tandis que pour les plus gros qui nagent en eau profonde, il emploie des filets fixes retenus au fond par des piquets. Lorsqu'il attrape un colosse comme ce spécimen de carpe, il le laisse séjourner dans l'eau jusqu'à ce qu'il ait trouvé un acheteur. Aujourd'hui, c'est un voisin qui va lui acheter sa prise. Les deux hommes s'accordent rapidement sur le prix. Selon les médecins, le poisson est plus sain que la viande. J'essaie donc d'adapter mon alimentation en conséquence. J'ai aussi entendu dire qu'on a le cerveau plus vif quand on mange des têtes de poisson. Mais je ne sais pas si c'est vrai. En tant que pêcheur, Buntam tue des êtres vivants, ce qui est mauvais pour son karma. Le lendemain, il se rend donc au temple pour se racheter par une offrande.
Sans cela, il risquerait de se réincarner dans un règne inférieur lors d'une prochaine vie. Nous poursuivons notre route vers le sud en suivant le Mékong. Le nom du fleuve vient du laotien Mae Nam Kong, qui signifie « la mer des eaux ». Par ici, les rizières moissonnées s'étendent à perte de vue. Nous sommes au mois de mars, la fin de la saison sèche au Laos. Partout, nous croisons des troupeaux de bétail qui se nourrissent des chaumes de riz. Les cultivateurs planteront bientôt de nouvelles semences. Outre l'agriculture, beaucoup de familles vivent de la fabrication de meubles. La Miaï Banchong travaille le rotin, la tige d'un palmier tropical. À partir de ce matériau souple, elle confectionne des tables, des sièges et des paniers. Toute la maisonnée est mise à contribution. La mère de la Miaï surveille le petit dernier. Pendant longtemps, le rotin a assuré un revenu très correct à la famille. L'intérêt du rotin, c'est sa résistance. Il se tresse très facilement et permet d'obtenir des objets bien stables. Pour nous, c'est donc un matériau très pratique. Le bambou n'offre pas autant de possibilités. Avec le rotin, on peut réaliser tout ce qu'on veut. Le tressage du rotin requiert une grande dextérité et un long apprentissage. Cet artisanat, l'un des plus anciens, remonte sans doute aux origines de l'humanité. Pratiqué avec des outils rudimentaires, il produit des articles légers et souples. Pour démarrer son activité, la famille de Lamiaï n'a pas eu besoin d'un capital de départ. Son savoir-faire a suffi. À l'époque, le rotin n'était pas difficile à trouver. Toute notre production reposait là-dessus. On récoltait le bois nous-mêmes. Il suffisait d'aller dans une forêt voisine avec un tracteur ou même à vélo. Mais aujourd'hui, le rotin est devenu rare. Il faut l'acheter. Le prix de la matière première est en constante augmentation et rend le travail du rotin de moins en moins rentable. En appoint, Lamiaï fait pousser des légumes dans son potager, tandis que ses voisins ont abandonné l'artisanat. Ici, il ne reste plus que 4 ou 5 familles qui travaillent le rotin, alors qu'autrefois, presque tout le village fabriquait des meubles. Le prix du bois s'envole, le rotin est de plus en plus difficile à trouver. La plupart des gens se sont reconvertis dans la culture de la pomme de terre. Personnellement, avec un enfant en bas âge, j'ai besoin d'être à la maison. C'est donc une activité pratique pour moi, qui me permet de m'occuper de mon fils. Ce que je gagne me suffit. Il faut travailler vite, mais je m'y retrouve. Ailleurs, les associations de protection de l'environnement soutiennent les populations rurales, en les aidant à replanter des palmiers à rotin. Mais elles ne sont pas encore parvenues jusqu'ici. Nous roulons maintenant vers l'archipel de Sipandon. En chemin, nous passons à proximité du Wat Phu, ancien complexe de temples érigé par les Khmers en signe de puissance.
Vers le XIe siècle, l'Empire khmer, alors à son apogée, s'étendait sur de vastes pans de l'Asie du Sud-Est. Il y a laissé un grand nombre de temples bouddhistes dans le même style que ceux d'Angkor Wat au Cambodge. À la gare routière, nous changeons de moyen de transport. Il s'agit cette fois d'un car. En réalité, un ancien camion de Chine, du Japon ou de Russie qui a été transformé et équipé de sièges. Un bac nous conduit à présent jusqu'à Don Kong, une île du Mékong dans la province de Champasak. Avec ses 18 km de long, c'est la plus longue de l'archipel de Sipandon, où la circulation fluviale est intense. Un pont routier se dressera bientôt ici. Un projet d'infrastructure important pour cette région, qui devrait donner un coup de fouet à son économie. Mais pour les passeurs comme Nunbeng Jantamevang, l'avenir est incertain. Quand l'ouvrage d'acier et de béton aura vu le jour, son activité risque de devenir superflue. J'ai commencé à travailler comme passeur à l'époque de la construction du port. Et je continue. Mais cela ne va pas durer encore longtemps. Le nouveau pont sera bientôt en service, le chantier est en cours. Il faudra que je trouve autre chose à faire. Nunbeng a construit lui-même le bac avec lequel il transporte piétons et motocyclistes. Je dois veiller de près sur mes passagers. C'est l'une des difficultés de mon travail. S'ils tombent à l'eau quand ils montent à bord avec leur véhicule, c'est moi qui suis responsable. Je reste donc très vigilant. Le côté agréable, c'est que les passagers sont généralement courtois les uns avec les autres. Pendant la traversée, ils font attention à leurs voisins. Je fais ce métier parce qu'il me permet de gagner ma vie. Ce n'est pas un travail pénible. Il ne fera pas de moi un homme riche, mais il me permet de vivre, et c'est déjà très appréciable. Dans ce pays, l'un des plus pauvres de la planète, une source fixe de revenus est une chance. Le pont risque de tout remettre en question. Avec ce pont, je pense que la région va vraiment aller de l'avant. Les entreprises y voient une grande chance pour Don Kong. Je ne suis donc pas triste. Au contraire, je me réjouis. Sipandon signifie en laotien les 4000 îles.
L'archipel est situé dans l'extrême sud du pays, à quelques kilomètres de la frontière cambodgienne. Ici, le Mékong s'évase et se ramifie sur une largeur de 14 km. Pendant les fortes crues du fleuve, la moitié des îles sont submergées. Bien que le Laos n'ait aucune façade maritime, on se croirait ici dans un décor d'île tropicale. Le site attire d'ailleurs de plus en plus de touristes. À un jet de pierre du Cambodge, les chutes du cône Papeng déversent des millions de litres d'eau par seconde et affichent le débit le plus important de toute l'Asie. Elle seule empêche de circuler sur le Mékong sans interruption de sa source en Chine jusqu'à la mer. À la fin du XIXe siècle, les autorités coloniales françaises avaient tenté de contourner l'obstacle en construisant une voie ferrée. Une infrastructure désaffectée quelques décennies plus tard, le paysage semblant décidément rétif à toute frénésie de progrès. C'est ainsi que s'achève notre périple au Laos, pays des éléphants et contrée de sérénité.